Matteo, un jeune homme à l'humour particulier et brillant étudiant en droit, accepte l'invitation de son frère à une fête animée. Cependant, au cours d'une bagarre, il finit par tuer accidentellement un homme. La victime s'appelait Danny, lui aussi un jeune homme talentueux. Ses parents, dévastés par cette perte, ne parviennent pas à surmonter leur douleur. Matteo est condamné à 4 ans de prison, et en raison de son caractère calme et obéissant, il devient une proie facile pour les abus en prison. Jusqu'au jour où le chef des détenus meurt accidentellement après une chute, et depuis lors, personne n'ose plus l'embêter. Bien qu'il n'y ait aucune preuve que Matteo soit responsable, tout le monde en prison en est convaincu. Plus tard, ses parents meurent dans un accident de voiture. Lors d'une permission d'une journée pour assister aux funérailles, Matteo rencontre une femme qui le captive complètement, et ils passent ensemble une nuit magique au bord de la mer. À sa sortie, il commence à travailler dans le cabinet d'avocat de son frère, où il retrouve de manière inattendue cette femme, Olivia. Leur retrouvaille les comble de bonheur, et il tombe rapidement amoureux et se marie. Après la mort soudaine de son frère suite à une hémorragie cérébrale, Matteo prend la direction du cabinet et assume également la responsabilité de s'occuper de la veuve de son frère. Quelque temps plus tard, Matteo avoue à Olivia son passé d'ex-prisonnier pour homicide involontaire. À sa grande surprise, elle ne le quitte pas, au contraire, elle promet de rester avec lui pour toujours. Ils vivent ensemble 4 années paisibles et heureuses. Mais lorsqu'Olivia tombe enceinte et se rend à l'hôpital pour un examen, Matteo y croise le père de Danny. À partir de cette rencontre, sa vie replonge dans une spirale d'épreuves et de souffrances. Impatient d'accueillir leur bébé, ils décident d'acheter une maison en face de celle de leur belle-sœur. C'est alors qu'Olivia reçoit une mission professionnelle inattendue. Matteo, le cœur lourd, accompagne sa femme enceinte à l'aéroport. Plus tard, il rend visite à la mère de Danny, avec qui il est resté en contact pendant des années, se faisant passer pour son fils décédé afin de la réconforter et d'apaiser sa culpabilité. Peut-être le fait-il pour soulager la douleur de cette mère, ou pour apaiser sa propre conscience. Au cours d'une réunion, Matteo reçoit un message inquiétant, un selfie d'un homme avec le téléphone d'Olivia. Il demande qui c'est, mais n'obtient aucune réponse. Quand il essaie de l'appeler, la ligne est coupée. Inquiet, il contacte l'entreprise d'Olivia pour savoir dans quel hôtel elle séjourne, mais on lui répond qu'elle ne s'est jamais enregistrée. Alors que son anxiété monte, Matteo reçoit une vidéo où l'on y voit les affaires d'Olivia, son corps endormi et le numéro de la chambre d'hôtel. Matteo rappelle et l'homme répond, disant qu'Olivia ne peut pas parler, et menace de révéler son secret le plus sombre. Après avoir raccroché, Matteo reste paralysé au milieu de la rue. Il ne sait pas si sa femme l'a trahi ou si elle a été kidnappée. Soudain, une voiture grise attire son attention, elle le suit pendant plusieurs rues. Le véhicule accélère et fonce sur lui. Un homme chauve sort de la voiture, pointe un pistolet sur sa tête, mais... En raison de ses expériences en prison, Matteo ne fait pas confiance à la police, alors il fait semblant de ne se souvenir de rien lorsqu'il l'interroge. Cependant, il contacte son amie Zoé, une détective privée, pour qu'elle l'aide à mener l'enquête. Le soir même, il reçoit un appel de sa femme. Olivia lui assure qu'elle a été occupée par des réunions et qu'elle n'est pas au courant des messages. Mais lorsque Matteo lui dit qu'il va venir la voir, elle refuse et raccroche précipitamment. Peu après, Zoé lui montre les résultats de son enquête. La voiture qu'il a renversée a été louée à l'aéroport par l'homme de la vidéo. Il s'appelle Gato, un homme de main qui se consacre au recouvrement de dettes. Il est possible qu'il ait été en prison avec Matteo, mais celui-ci ne s'en souvient pas. À minuit, une amie de Matteo qui travaille dans une banque l'appelle. Elle a découvert que la carte de crédit d'Olivia a payé une course en taxi juste après qu'il l'ait déposée à l'aéroport. Ce n'était pas un montant important, mais il n'y a pas eu d'autres mouvements par la suite. Cela signifie qu'elle n'a probablement jamais pris l'avion. Pire encore, elle a retiré 50 000 $ en espèces, toutes leurs économies. Matteo ne comprend pas ce que veut sa femme, est-elle menacée ou lui cache-t-elle quelque chose? Le lendemain matin, il reçoit un appel de Gato. Matteo, désespéré, demande où est Olivia, et l'homme répond qu'il est juste devant sa maison. Il le menace. S'il parle à la personne qui sonnera à la porte, il coupera la langue d'Olivia. Quelques instants plus tard, la sonnette retentit. Se souvenant de l'avertissement, Matteo ordonne à sa belle-sœur de ne pas faire de bruit et de ne pas ouvrir la porte. Lorsque la sonnette cesse de retentir, quelqu'un glisse une carte sous la porte. Matteo hésite quelques secondes, et décide finalement d'ouvrir la porte. Remontons quelques années plus tôt, où Lorena étant enfant, a vu son père policier, se suicider avec son arme de service. Après ce suicide, sa mère s'est remariée et l'a envoyée dans un internat religieux. Solitaire et rebelle, Lorena est devenue l'une des élèves les plus difficiles, mais aussi l'une des plus brillantes. Déterminée, elle est entrée à l'académie de police, et en quelques années, elle est devenue la plus jeune inspectrice de la brigade criminelle du département. Elle retourne aujourd'hui dans l'école où elle a grandi pour enquêter sur le suicide d'une religieuse. La directrice explique à la police que grâce à sa force mentale, Lorena est la personne la plus apte à collaborer. La victime s'appelait Irénée. Dans sa chambre, Lorena trouve une demi-photo avec le mot « pardon » écrit au dos,
mais personne ne sait qui est la femme sur la photo. L'analyse calligraphique confirme que la note a été écrite par la religieuse elle-même, mais le nom Irénée est inexistant. Il n'y a aucune trace d'elle dans aucun système, ni sur les réseaux sociaux, ni même un numéro de téléphone. Certaines élèves affirment avoir entendu une voix féminine étrange dans le couloir la nuit de la chute, mais il faisait si sombre que personne n'a pu voir son visage. Le médecin légiste a informé l'inspectrice Lorena que tous les indices montraient que la religieuse était morte des suites de sa chute, sans signe de coup ni d'empoisonnement. Le plus frappant était que son corps portait les mots « Grand Hannibal » tatoués. Une nonne avec un tel tatouage était déjà assez étrange, mais le plus troublant était que l'autopsie avait révélé la présence de 2 gros fragments de carapace de tortue dans son corps. C'était clair, cette nonne n'était pas innocente. En suivant le numéro gravé sur l'implant en silicone, Lorena se rendit à la clinique de chirurgie esthétique où la victime avait été soignée. Elle voulait simplement confirmer sa véritable identité, mais le directeur de l'hôpital a refusé de lui donner la moindre information sans mandat. N'ayant pas d'autre choix, Lorena a demandé plus d'autorité au commissaire, mais celui-ci lui a répondu qu'il avait reçu un appel de ses supérieurs, il devait se concentrer uniquement sur la cause du décès et ne pas enquêter sur l'identité réelle de la défunte. Lorena est donc retournée au couvent pour continuer à chercher des indices. Cette fois, elle a finalement trouvé une empreinte digitale et une chaise placée au centre du tapis. Elle remarqua que les oreillers et les draps du lit ne formaient pas un ensemble assorti, elle découvrit qu'il manquait un oreiller. Elle appela immédiatement le médecin légiste et demanda à ce que le visage de la victime soit reconstitué. Si des traces de fibres étaient trouvées dans sa bouche ou sa gorge, cela permettrait de confirmer qu'il ne s'agissait pas d'un suicide, mais d'un meurtre. L'affaire prit de l'ampleur et d'autres équipes spéciales se joignirent à l'enquête, avec des moyens plus importants. Lorena est allée voir la directrice de l'école où vivait la victime, à la recherche d'informations supplémentaires. Elle lui a remis les relevés d'appels téléphoniques de la religieuse avant sa mort afin qu'elle analyse quel numéro n'appartenait pas à l'environnement scolaire. Peu après, le numéro écrit sur le papier froissé a été divulgué, il appartenait à un coureur de jupons, mais ce n'était pas lui le véritable assassin de la religieuse Irénée. Ce soir-là, ils se sont rencontrés dans un bar et ont passé un agréable moment ensemble. L'homme l'a raccompagnée et, souhaitant rester en contact avec elle, lui a laissé son numéro de téléphone, sans même connaître son nom. Le deuxième rapport du médecin légiste a confirmé la présence de fibres dans les voies respiratoires de Irénée, quelqu'un l'avait étouffé avec un oreiller. Les caméras de sécurité ont prouvé que l'homme ne mentait pas. Après l'avoir déposé près de l'école, il est parti. Mais un autre homme est apparu sur les images, il est entré par une porte latérale de l'école, et lorsqu'il en est ressorti, Irénée était déjà morte. Il semblait terrifié par ce qui venait de se passer et on l'a vu pleurer désespérément devant une poubelle. Sans le savoir, ce comportement a donné un indice à la police, en s'appuyant sur une voiture pendant qu'il pleurait, il a certainement laissé ses empreintes digitales. Lorena a localisé le véhicule et a obtenu une empreinte complète. Pendant ce temps, la directrice de l'école a appelé pour signaler qu'elle avait trouvé un numéro de téléphone fixe, Irénée lui avait parlé pendant plus de 6 minutes 2 jours avant sa mort. Ils ont retracé le numéro et Lorena s'est rendue au domicile de Matteo. Comme personne n'ouvrait, elle a donc laissé sa carte et lorsqu'elle s'apprêtait à partir, Matteo ouvra la porte. Lorena a expliqué qu'elle était venue en localisant le numéro avec lequel la religieuse Irénée avait parlé avant de mourir, mais ni Matteo ni sa belle-sœur n'ont pu lui donner de réponse. Depuis la voiture garée devant la maison, Gatto, qui surveillait tout, a immédiatement appelé Matteo pour confirmer qu'il n'a rien dit à l'inspectrice Lorena. Matteo, nerveux, a voulu savoir ce qu'il en était du projet de sa femme, mais Gatto a raccroché brusquement et l'a averti de ne plus essayer de le contacter. Désespéré, Matteo courut après sa voiture, mais rien. À ce moment-là, un couple voisin observait toute la scène et son comportement étrange éveilla la curiosité des voisins. L'un d'eux vérifia même la plaque d'immatriculation de la voiture de Gatto et transmit l'information à Lorena, lui donnant ainsi un nouvel indice. Zoé avait recherché des informations sur l'homme chauve armé qui avait menacé Matteo. Abasourdi par tant d'informations, Matteo est allé aux toilettes pour se calmer, et en regardant derrière le miroir, il a trouvé un trou. C'est là que se cachait le pistolet de sa femme. Quel secret Olivia cachait-elle? Lorena a finalement obtenu les empreintes de Matteo, mais elles ne correspondaient pas à celles trouvées sur la voiture. Alors que l'enquête semblait dans l'impasse, un rapport d'Interpol arriva, l'arme du crime appartenait au même homme chauve armé qui avait menacé Matteo. Au même moment, Zoé découvrit sur les enregistrements de vidéosurveillance les déplacements de l'homme chauve et de Gatto. Elle a immédiatement contacté Matteo pour planifier un sauvetage. Ils ont confirmé le numéro de la chambre, Matteo est monté seul tandis que Zoé restait en bas, en contact téléphonique. Dès qu'il est entré, Gatto l'a brutalement frappé, et en entendant le bruit, Olivia s'est précipitée pour l'arrêter. Se voyant découvert, Gatto appela ses supérieurs et s'enfuit. Matteo, blessé, se releva péniblement et se lança à sa poursuite. Zoé, entendant le vacarme, fit irruption dans l'hôtel, mais n'y trouva qu'Olivia. Toutes deux sortirent et trouvèrent Matteo gravement blessé au bord de la route. Elles appelèrent une ambulance. De son côté, l'inspectrice Lorena reçut un appel, l'homme chauve armé avait été retrouvé. Mais lorsqu'elle arriva, il était déjà mort.
Les pistes concernant la mort de Irénée étaient à nouveau dans l'impasse. Gatto était également mort dans un tunnel alors qu'il s'enfuyait, et son arme avait été délibérément laissée sur les lieux. Lorena a trouvé la voiture de Zoé garée devant l'hôtel, et à l'intérieur, les dossiers d'enquête sur Gatto et l'homme chauve. Elle a immédiatement appelé ses collègues de l'hôpital. Toutes les preuves pointaient désormais vers Matteo comme principal suspect. Les autorités ordonnèrent donc de le garder, lui et son épouse, sous surveillance à l'hôpital. Pendant ce temps, Matteo voulait enfin entendre la vérité de la bouche d'Olivia. Aux informations, on annonçait la mort de Gatto et du chauve. Sous le choc, Olivia proposa de fuir sur le champ. Ils se cachèrent et parvinrent à s'échapper. De son côté, le chef de l'enquête reçut de la directrice de l'école une clé que la religieuse lui avait confiée autrefois pour la garder en sécurité. Le commissaire rassembla Lorena et son équipe pour poursuivre l'investigation, et enfin découvrir la véritable identité de la nonne. Son vrai nom était Emma. Des années plus tôt, elle travaillait comme serveuse dans un club nocturne de la ville. Gatto y était le videur, et plus tard, Emma devint la compagne du propriétaire, Hannibal. Mais au-delà du commerce du club, Hannibal dirigeait une autre affaire bien plus sombre. Il offrait des services spéciaux à des personnalités influentes de la région. Les clients étaient identifiés uniquement par des numéros, afin de préserver leur anonymat. Mais Hannibal les filmait en secret pour ensuite les faire chanter. À cette époque, le chef de la brigade policière travaillait sous couverture et tenta de recruter Emma comme informatrice afin d'obtenir des preuves. Mais après le meurtre d'une danseuse, Emma et Hannibal disparurent mystérieusement. L'agent pensa alors qu'ils s'étaient enfuis avec les enregistrements compromettants. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, cette affaire n'avait jamais été élucidée. Ces vidéos secrètes, contenant les vices des puissants, étaient comme une bombe invisible. Si elles venaient à être divulguées, elles pourraient provoquer un véritable chaos économique à travers tout le pays. En réexaminant le dossier, la police comprit que le couple Matteo-Olivia n'était pas étranger à cette histoire. La priorité était désormais de les retrouver au plus vite. Pendant ce temps, Matteo, gravement blessé, était enfin prêt à entendre la vérité de sa femme. Dans le passé, Olivia s'appelait Sacha. Orpheline, elle reçut un jour une carte postale d'un cousin lointain vivant en Espagne. Pleine d'espoir, elle s'enfuit de l'orphelinat pour le retrouver. Mais sans le savoir, elle s'apprêtait à plonger dans l'abîme. En arrivant, elle découvrit que sa famille avait déménagé depuis longtemps. Sans argent ni papier, elle finit par vivre dans la rue. 2 ans plus tard, elle fut arrêtée par la police. Elle crut qu'on allait la renvoyer au Mexique, mais un homme nommé Hannibal apparut et la sauva en payant sa caution. Hannibal lui offrit à manger et lui procura un passeport, mais à une seule condition, qu'elle travaille pour lui jusqu'à rembourser sa dette. Piégée, Sacha fut forcée à se prostituer. C'est là qu'elle rencontra Kimi, une jeune femme ayant connu le même enfer. Elles devinrent inséparables. Kimi lui apprit comment survivre dans ce monde implacable, et devint sa seule lumière dans les ténèbres. Avec le temps, Hannibal lança un nouveau commerce, recruter davantage de jeunes filles comme Sacha, pour les vendre comme de simples marchandises. Les clients, anonymes, n'étaient identifiés que par des numéros. Sacha et les autres devaient maintenir l'ordre et protéger les nouvelles venues. Mais ces jeunes filles terrifiées, réclamant de l'aide. Mais aucune issue. Un jour, une des filles n'en pouvant plus, tenta de se défendre. Les hommes la battirent à mort. Son corps, enveloppé dans une bâche, fut jeté à la mer. Cette perte attisa la colère de toutes les autres. Leur chef organisa une grève, mais elles furent sauvagement punies et forcées à reprendre le travail. Kimi et Sacha décidèrent alors de fuir, mais furent trahis par une des filles. Gatto, bras droit d'Hannibal, les passa à tabac sans pitié. Emma, la compagne d'Hannibal, émue de compassion, décida de s'allier à elle. Épuisée par les abus et craignant d'être remplacée, elle proposa de s'enfuir ensemble pour enfin trouver une issue. Emma savait qu'Hannibal faisait chanter ses clients, en les filmant à leur insu lors de leurs atrocités. Parmi eux, le client 27 était le plus puissant, il avait assassiné une jeune fille. Les cassettes étaient cachées dans un coffre-fort, dont Emma connaissait le code. Leur plan était simple, voler la cassette du client 27 et l'utiliser pour obtenir leur liberté. Mais Hannibal découvrit le vol. Pensant que sa deuxième fille favorite l'avait trahi, il l'étrangla de ses propres mains avant qu'elle ne puisse s'expliquer. À ce moment-là, Emma et Sacha apparurent, la cassette en main, pour le menacer. Hannibal feignit d'aller chercher de l'argent, mais sortit plutôt une arme et tira dans le ventre d'Emma. Alors qu'il allait l'étrangler, Sacha, poussé par le désespoir, saisit l'arme et tira, abattant le monstre qui les avait réduites en esclavage. Gravement blessée, Emma eut une idée, elle habilla Sacha avec les vêtements de celle que Hannibal a étranglée et glissa son passeport dans la poche du cadavre méconnaissable. Avec les cassettes en leur possession, elles jetèrent le corps d'Hannibal à la mer, faisant croire que Sacha était morte et qu'Hannibal et Emma s'étaient enfuis ensemble. Mais elles durent abandonner Kimi, lui laissant un message pour lui faire croire à la mort de Sacha. Effondré, Kimi sombra dans le désespoir. Emma et Sacha trouvèrent refuge dans une école religieuse, où la mère religieuse les recueillit et soigna les blessures de Sacha. Elles placèrent les cassettes dans un coffre bancaire sécurisé, avec 2 clés, une pour chacune,
afin qu'il soit impossible de l'ouvrir sans l'autre. Depuis ce jour, Emma prit le nom de sœur Irénée et resta à l'école religieuse, tandis que Sacha adopta l'identité d'Olivia et épousa Matteo. Elle se retrouvait chaque lundi au zoo, sans jamais manquer un seul rendez-vous, jusqu'à ce qu'un appel téléphonique vienne tout bouleverser. Des années plus tôt, Olivia était tombée enceinte accidentellement et avait donné naissance à une petite fille. Ses sœurs l'aidèrent à la confier à une bonne famille adoptive. Mais ce jour-là, elle reçut un appel du soi-disant père adoptif. Il lui annonça que sa fille était gravement malade, et qu'il avait besoin de 50 000 $ pour une opération urgente. Sans hésiter, Olivia accepta. Mais à son arrivée au lieu de rendez-vous, ce n'étaient pas des parents qu'elle trouva, mais Gâteau et le Chauve, deux anciens hommes d'Hannibal. Son intention était de droguer Olivia à l'hôtel. C'est pourquoi, lorsque Matteo reçut un mystérieux message au sujet de sa femme, elle n'en savait rien. Il accourut sur place et réussit à la sauver, sans imaginer que sœur Irénée, pour ne pas révéler sa cachette, se jeta par la fenêtre, sacrifiant sa vie. Olivia restait persuadée que sa fille était en danger, même lorsque la police encercla le bâtiment, elle insista pour aller au rendez-vous. Ils pensaient que la police cherchait à arrêter Olivia. Ils décidèrent donc de profiter du chaos pour faire évader Matteo. Mais ils ignoraient que le chef de l'unité spéciale n'était autre que le client numéro 27 des cassettes, le monstre qui avait tué l'une des jeunes filles. Il participait à l'enquête uniquement pour retrouver Olivia. Il la kidnappa et la conduisit chez lui, exigeant qu'elle lui remette les cassettes en échange d'argent et de sa liberté. Il possédait déjà l'une des clés, celle que lui avait remis la directrice de l'école. Pour protéger son avenir avec Matteo, Olivia lui remit la seconde. L'homme envoya alors à la banque le jeune officier pour récupérer le coffre. Le jeune officier lui confirme avoir trouvé les cassettes. Il crut enfin pouvoir souffler, jusqu'à ce qu'un simple tic nerveux le trahisse. Olivia venait de reconnaître le geste du client numéro 27. Prétextant aller aux toilettes, elle sortit une arme cachée derrière le miroir. Le bruit alerta l'homme, un face-à-face tendu s'engagea de part et d'autre de la porte. Quelques minutes plus tard, Olivia fit voler la porte d'un coup de pied, mais il avait déjà bougé. C'est alors que le jeune officier revint avec les cassettes. Olivia cria la vérité, implorant son aide pour le dénoncer. Pris de panique, elle lui parla de la vidéo 27, le poussant à la visionner. Craignant d'être démasqué, il abattit le jeune officier sur le champ. Profitant du chaos, Olivia se cacha derrière une colonne, tira vers la fenêtre et sauta dans le vide avec la boîte des cassettes, fuyant dans la nuit. L'assassin la suivit jusqu'au port, où il aperçut plusieurs conteneurs. Soupçonnant qu'elle s'y rendait, il conduisit toute la nuit pour la rattraper. À son arrivée, Olivia se rendit au lieu de rendez-vous indiqué, mais personne ne vint. Dans un bar voisin, elle aperçut Kimi, sa sœur tant aimée qu'elle croyait disparue. Kimi travaillait toujours comme danseuse, sombrant dans la misère. Olivia la retrouva en coulisses, et les deux sœurs s'enlacèrent, en larmes. Quelques années plus tôt, lorsqu'Olivia et sœur Irénée s'étaient enfuies, elles avaient laissé Kimi seule face à l'enfer. Persuadée que sa sœur était morte, Kimi s'était torturée de remords et avait été capturée par le client numéro 27, qui lui avait tranché 3 doigts pour obtenir les cassettes. Depuis, elle survivait sans espoir. Olivia lui expliqua qu'elle était revenue pour sauver sa fille malade, bien que la personne qui l'avait convoquée n'ait jamais paru. Kimi l'emmena dehors et elle utilisa une cabine téléphonique pour appeler le contact. Mais à peine le numéro composé, le portable qu'elle avait elle-même noté sonna tout près d'elle. Avant qu'Olivia ne comprenne, elle fut droguée et s'effondra. Kimi contacta alors le vieil homme dépravé, lui remit les cassettes et lui demanda d'amener Matteo. Sans se douter de rien, Matteo fut capturé et enfermé dans un conteneur du port. Pendant ce temps, le vieil homme prévint ses supérieurs et appela sa famille, convaincu que sa culpabilité allait enfin prendre fin. Mais sans le savoir, il courait à sa perte. Lorena, aidée par Zoé, parvint à le localiser et à l'intercepter. Feignant la coopération, l'homme tenta de la corrompre avec des promesses d'argent et de promotion. L'inspectrice réussit à récupérer la boîte des cassettes, juste au moment où la police arrivait. Mais l'homme avait tout prévu, il dégaina une arme, et se faisant passer pour un membre du groupe spécial, ordonna aux agents de quitter les lieux. Mais Lorena sortit la cassette numéro 27 et demanda aux agents de la visionner avant toute décision. Acculé, le vieil homme, fou de rage, comprit qu'il n'avait plus d'issue. Rongé par le remords, il mit fin à ses jours. Il s'en voulait d'avoir perdu le contrôle lors d'une mission d'infiltration, trahissant sa famille et vivant depuis sous le poids d'une honte insupportable. Peut-être, à cet instant, avait-il enfin pardonné à son propre père lui aussi policier et qui, autrefois, s'était ôté la vie par culpabilité. Tous étaient prisonniers du même amour dévastateur pour leurs proches. Kimi, hors d'elle, attacha Olivia à une chaise, la maquilla soigneusement et lui dit qu'elle voulait qu'elle ressente la même souffrance qu'elle. Elle fit même venir Matteo pour qu'il assiste à la scène derrière une vitre. Plusieurs hommes masqués s'approchèrent d'Olivia, tandis que Matteo frappait le verre, impuissant. Heureusement, Lorena arriva à temps avec la police et les sauva. Mais Kimi ne lâcha pas son arme. Un coup de feu retentit, Olivia, dans un dernier élan de vie, s'interposa pour protéger sa sœur et reçut la balle à sa place. Kimi, sous le choc, la regarda s'effondrer, retrouvant soudain tout l'amour qu'elle lui portait. Elle avoua alors toute la vérité à la police, Gâteau et le Chauve avaient été ses complices, mais elle n'était pas liée à leur mort.
Olivia était saine et sauve. Kimi remit à Olivia l'adresse de sa fille. Les deux sœurs, après tant de haine et de douleur, trouvèrent enfin la rédemption. Mais un mystère demeurait: qui avait tué Gato et le chauve? Jusqu'à présent, un seul personnage n'avait pas encore révélé son visage, le père de Danny. La police finit par identifier l'empreinte partielle trouvée sur l'arme du crime, c'était celle de Matteo. Lorena demanda à Matteo de l'accompagner pour témoigner, lui promettant un procès équitable. Elle savait déjà que quelqu'un cherchait à le piéger. Tandis qu'il se changeait, il reçut un appel de Zoé. Elle avait découvert que le père de Danny avait soudoyé un prisonnier pour l'accuser faussement d'un meurtre commis en détention. En apprenant cela, Matteo s'enfuit par la fenêtre, échappant à Lorena et aux agents qui l'attendaient dehors. Décidé à prouver lui-même son innocence, Matteo prit une arme et se rendit chez les parents de Danny. Le père de Danny ne l'avait jamais pardonné pour avoir tué son fils. Il avait même payé un tueur en prison pour l'éliminer, mais le plan tourna mal et le tueur mourut. Depuis, il observait Matteo avec haine, incapable d'accepter qu'il ait refait sa vie. Le jour qu'il le vit à l'hôpital avec sa femme et après avoir interrogé le médecin, il apprit qu'Olivia était enceinte. Il crut tenir sa vengeance parfaite. Il la suivit discrètement, découvrant peu à peu leur secret. Il contacta le chauve et Gato, apprenant de le passé d'Olivia et de sœur Irénée. Pour lui, la pire vengeance contre un homme était de détruire son amour, lui prendre son argent et le priver de liberté. Il orchestra tout, sans savoir que ses plans allaient croiser ceux de Lorena, risquant de tout faire échouer. Voyant les nouvelles de Matteo dans les journaux, Gato tenta de faire chanter le père de Danny avec l'aide du chauve. Une dispute éclata, un coup partit, le chauve mourut sur le coup. Mais la mort de Gato n'était pas un accident. Tourmenté, le père de Danny reçut un appel de Gato alors qu'il se trouvait dans un hôtel, surpris d'y croiser Matteo. Il vola sa voiture, prit ses empreintes et se rendit à la rencontre dans un tunnel souterrain. Cette fois il était prêt, il abattit Gato d'une balle en pleine tête et colla les empreintes volées de Matteo sur l'arme. En découvrant la vérité, Matteo fut enfin innocenté, tandis que la mère de Danny dut affronter la réalité sur son mari. La police encercla la maison. Le père tenta encore de provoquer Matteo, mais c'est la mère, par sa compassion, qui parvint à le désarmer. Elle abaissa son arme et prit Matteo par la main, l'emmenant hors de la maison. Le père, hébété, accepta son sort dans le silence. C'était une histoire tissée d'innombrables coïncidences, où chaque caractère, guidé par son destin, avait conduit à ces drames à la fois inattendus et inévitables. Dans le grand jeu de la vie, peut-on vraiment recommencer? Au-delà du courage et du pardon, il faut savoir lâcher prise. Le passé et l'avenir peuvent être sans lien, mais la haine empêche toujours d'avancer. Et maintenant, la dernière question demeure, Matteo avait-il vraiment tué le chef de prison qu'il avait autrefois